Nous comprenons que c'est Kabila le problème. Kabila, c'est le danger du Congo. Oui, c'est bien. Nous acceptons quand même la thèse. C'est Kabila qui est une menace pour le Congo. Mais est-ce que le Congo manque-t-il de moyens pour arrêter Kabila? Le Congo a tous les moyens de l'arrêter. Pourquoi on ne l'arrête pas? Pourquoi on nous laisse tranquille? Arrêtez Kabila. Comme ça, le dollar va se déprécier en faveur du franc congolais. Arrêtez Kabila pour que le 1,23 se retire. Arrêtez Kabila pour que toutes les routes secondaires à Kinshasa puissent se réhabiliter. Arrêtez Kabila pour que la situation sociale s'améliore. Arrêtez Kabila pour que nous ayons de l'eau. Arrêtez Kabila pour que nous ayons de l'électricité. C'est lui l'homme qui bloque tout. Alors, investissez ne serait que 1 milliard ou 2 milliards de 16 milliards que nous avons de budget pour arrêter Kabila. Parce que si on l'arrête, la situation va changer radicalement. C'est ça la solution que je vais proposer pour qu'on n'en parle plus jamais de Kabila parce qu'il a voyagé, parce qu'il est à Kachamata, parce que sa soeur est ceci, parce que sa femme est ceci. Arrêtez-les, monsieur, arrêtez-les pour qu'on se repose. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Sur notre chaîne, votre chaîne. Vous n'avez besoin de vous rappeler que vous êtes à la bonne adresse, au bon endroit. Et ça tombe au bon moment. On va faire tout à l'heure une sorte de récap pour l'ensemble de l'actu de la semaine. Cette semaine, on est revenu sur bien des choses. Mais Toko Bandana, nous a Oyasikawa. Les dernières infos, ensuite on reviendra avec notre invité sur les grands faits qui ont défrayé la chronique au cours de cette semaine. Également, ce qui va se passer la semaine prochaine, parce que l'élection, il y a des sénateurs, il y a des gouverneurs des provinces, c'est allé lundi. Mais nous avons appris que dans une province, cette élection a été décalée ou carrément reportée. Pour quelle raison? On veut prendre la démocratie en otage à l'Équateur. On y reviendra tout à l'heure. Quelques noms sont cités. Patrick Lokala, bienvenue. Merci Jean-Pierre. Boni Mwanamboka. Oh non, nous sommes là. Nous sommes là, ndeko. Tozali, to côté à la Raramboka, Zali, Obeba, Colonel Mikolo, surtout en ce qui concerne Makambo Italie, sécurité Abaï congolais, ça rassure personne. Ça rassure personne. Ouais. Ni dans la grande ville, et pire encore, dans la partie est, on est loin de retrouver l'intégrité territoriale Nengeto souhaité. Nos pensées ici, nos pensées en tout cas. Par rapport à ça, dans le bara de temps en temps, je me porte pas bien.
nos pensées, en tout cas, à tous nos concitoyens. Je vais très mal, Jean-Pierre. Qui vivent et croupissent sous les balles de l'ennemi. Nous avons appris que l'armée a repoussé une attaque à Adef. C'est injuste que la nation, dans sa grande partie, soit tranquille et à l'aise. On va librement à nos occupations. Oui. On fait comme si de rien n'était, alors que nos compatriotes de l'Est sont pour la plupart des placés de guerre, des veufs, des veuves, des orphelins, des pères et des mères, et des malades, des personnes qui ont été amputées, soit Makolo, soit Maboko. Et vous avez l'impression que la nation se porte bien. Non, 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 non. Je trouve que c'est injuste. C'est injuste. Et ce qui me met très mal à l'aise, Jean-Pierre Kaïm, c'est de voir que nous considérons désormais cette situation comme si elle était normale. Il ne faudrait pas normaliser ça. Même sur le peuple, même au Kambamboka. Et comme le rôle, on peut vivre avec ça. Non, il faut que ça s'arrête. On ne s'empresse pas à trouver de solution. J'ai dit assez. Assez et alors assez. On a vu? Assez, c'est assez. Accepter de rendre la parole de temps en temps. Les paroles, seules ne suffisent plus. Il faut agir. Oui. On a vu à Kindou, un bataillon nouvellement formé de l'armée, terminer sa formation, être breveté. Nous pensons qu'il pourrait aider à renforcer les positions de l'armée dans l'Est et mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Nous en profitons pour souhaiter un bon séjour au président Tshisekedi, qui séjourne à Dar es Salaam en Tanzanie. Il va participer, ou il participe aux activités commémoratives du 60e anniversaire de l'indépendance de ce pays voisin. C'est comme ça que je vous dis, Jean-Pierre, ça c'est le comportement d'un président qui donne l'impression de diriger un pays qui fonctionne normalement. Il est normal qu'il sorte de temps en temps. Il n'est pas normal. Si c'est de relations avec des pays amis. Il n'est pas normal. La Tanzanie est un acteur pas normal. De la SADC. Il n'est pas normal que le président de la République nous donne l'impression que tout marche normalement bien. À ce moment où nous parlons, il aurait dû être très préoccupé à gérer cette situation de l'Est, à montrer aux Congolais qu'il est un peu plus impliqué. J'insiste sur le concept impliqué. Montrer aux Congolais qu'il est beaucoup plus impliqué. Il a reçu hier les ambassadeurs du Canada, des États-Unis. J'insiste sur le concept impliqué. Les ambassadeurs comment est-ce qu'on aurait compris accepter qu'on vous pose des questions, c'est très aussi important. Que je finisse mes idées et se faire relancer après. Lorsque vous coupez les idées... Non, mais j'ai la police de débat. Je disais que hier, il a reçu des ambassadeurs, il y a États-Unis, il y a Royaume-Uni, Mboka Moussousou, et entre autres sujets évoqués, la situation dans l'Est. Vous savez, Jean-Pierre Kayembe, je parle ici de la posture d'un président de la République qui gère un pays qui fonctionne normalement, bien, et la posture de notre président de la République qui gère un pays qui connaît une situation d'instabilité sécuritaire. La posture de notre président de la République est celle d'un président qui gère un pays qui fonctionne normalement bien. Alors qu'il aurait dû avoir la posture d'un président de la République dont le pays ne fonctionne pas bien. À ce moment-là, nous aurions eu l'impression d'être en face d'un président qui est profondément impliqué. Cette posture-là, elle ne me plaît pas. Elle est trop faible. Elle ne rassure pas les Congolais. Lorsque vous le regardez, vous ne dites pas que la solution sera à notre portée demain ou après-demain. J'ai comme l'impression qu'il y a des informations militaires que nous n'avons pas pour l'instant. Mais dans ce que nous voyons, est-il que nous apprenons que nos troupes se portent plutôt bien au front? Nous n'allons pas nous étendre sur la stratégie militaire, sur la stratégie au front, mais nous pouvons au moins nous interroger sur les effets de cette stratégie. Elle est conçue à notre insu, mais lorsqu'elle est appliquée, c'est à notre vue. Et nous pouvons nous rendre compte. Et nous pouvons aussi en dire un mot. Est-ce que c'est palpable? Est-ce que c'est efficace?
à ce moment où nous parlons, j'ai comme l'impression que cette stratégie n'a pas encore porté ses fruits. Merci bien. On va évoluer. J'ai comme l'impression. Et cela ne me rassure pas. Jean-Pierre Kayembe, ça va faire plus d'1 année et 6 mois que Bunagana et beaucoup d'autres localités sont occupées par le Rwanda à travers sa branche M23. En face de vous, est-ce que vous avez l'impression que nous sommes même engagés à aller retrouver Bunagana? Qu'est-ce qui marche pour trouver la solution à ces problèmes? Est-ce que le front militaire marche? Est-ce que le front diplomatique marche? Est-ce que l'approche de la communication a marché? C'est le statu quo sécuritaire. Et ça ne me rassure pas. Merci bien, Patrick. Voilà. Merci pour n'ayons pas cette peur des mots. Non, n'ayons pas peur des mots. C'est Disons notre les choses pays. clairement. Autant, pour interpeller. d'accord. Ouais. Autant nous condamnons ce qui se passe dans l'Est. Si moi j'étais à sa place, Autant nous interpellons. si moi j'étais à sa place, Accepter que la parole qu'on avance. Ouais. Autant nous interpellons les autorités. Parce que nous n'avons que ce pays. Et nous avons besoin que nos concitoyens, pour nous qui avons voyagé dans l'Est, qui avons vu les conditions dans lesquelles les déplacés vivent, non, c'est révoltant. Il faut qu'une solution soit trouvée. Jean-Pierre, pour finir, on va clôturer ça. Si moi j'étais à la place du président Tshisekedi, je me serais comporté comme Paul Kagame, exactement. Le Rwanda est un pays qui aime nous agresser, qui adore l'agression pour nourrir sa stabilité économique et financière. Ouais. La solution durable à ces problèmes ne passera pas par de conciliabules, des négociations. Pour faire reculer le Rwanda, il faut adopter le comportement du Rwanda. En quoi faisant? En faisant la guerre. Si le Rwanda nous attaque, nous réagissons par des attaques ciblées à partir de chez nous. Comme il avait dit qu'à partir de chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Si nous savons que par le trichement du M23, le Rwanda nous a atteint, le Rwanda a atteint l'aéroport de Goma, le Rwanda a détruit nos drones, nous n'allons pas procéder par le sol. Nous aussi, nous allons procéder par des tirs. Et cela va dissuader. La réciprocité. Cela va dissuader le Rwanda. Parce que c'est un tout petit pays avec des territoires restreints. Si nous ciblons quelques centres commerciaux avec des missiles, le Rwanda va reculer. Mais j'ai comme l'impression que nous voulons résoudre un problème qui nous est posé par un État, à mon humble avis, vulgaire, par des négociations. Pour faire reculer le Rwanda, il faut adopter l'attitude du Rwanda. On nous agresse, nous réagissons par une agression. On tire des missiles solaires à Goma, nous réagissons par des missiles solaires. Nous avons le moyen. Si on peut détourner 13 millions, 71 millions, payer à quelqu'un 27 millions de dollars américains. Cet argent pourrait nous servir. A dit qu'il voulait bien faire la guerre, mais il a été dissuadé par des États amis à la RDC qui lui ont dit non, on peut résoudre. Cette affaire doit se résoudre sur le plan politique et diplomatique. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été dit au Conseil de sécurité il y a 48 heures, que la solution par le Royaume-Uni, d'ailleurs, qui a signé, finalement donne la loi sur l'envoi des migrants au Rwanda, passe désormais. Je suis convaincu que le président de la République, Félix Tshisekedi, sait où qu'il est. On lui a dit que la fameuse, ou le système des Nations Unies, ce qu'on appelle abusivement la communauté internationale, était un système corrompu, où il n'y a que la loi du plus fort qui règne dans une sphère où il y a l'équilibre de force, les rapports de force. Lorsque vous n'avez pas un rapport de force fort, vous êtes écrasé par celui qui est plus fort que vous. On ne se respecte dans cette atmosphère que lorsqu'on sait que vous représentez une force. Mais lorsqu'on sait que vous ne représentez pas une force, personne ne vous respectera. Lorsqu'il veut croire que ce qu'on lui dit est vrai, c'est-à-dire la négociation, négocier une solution politique négociée pour mettre fin à la guerre, mais il oublie qu'il y a d'autres États qui sont dans la même situation que nous, qui ont bénéficié des appuis, de l'accompagnement,
de cette même communauté internationale, alors que pour ce qui nous concerne, c'est la langue de bois. Est-ce que vous allez comparer le soutien qu'a l'Ukraine et Israël aujourd'hui par rapport au soutien que nous avons? Ce n'est pas la même chose. Comment voulez-vous alors croire à une solution diplomatique? Pendant que là-bas, on donne des armes à l'Ukraine pour combattre la Russie. Tout récemment, vous avez appris qu'Emmanuel Macron voulait envoyer des troupes au sol. Si eux qui sont champions de la diplomatie croient à un certain moment qu'il faut aller par les armes pour combattre Poutine, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas le faire? Alors il faut accepter cette solution. Moi, je suis à la place. Je suis à la place de M. Tshisekedi. J'écouterai ce qu'ils disent, mais je me préparerai à faire la guerre. C'est-à-dire, pendant qu'on négocie, pendant qu'on négocie, j'ai formé l'armée, j'ai réformé l'armée, je lutte contre les frustrations, je paye correctement, je dis bien correctement, hein, les militaires, je réforme les services de renseignement et de sécurité et j'attaque. Lorsque vous négociez en position de force, vous pouvez gagner beaucoup plus que lorsque vous négociez en position de faiblesse. Ici, nous sommes dans une éternelle position de faiblesse. Nous allons gagner quoi? On nous impose. Kagame ne vient à la table de négociation que lorsqu'il veut. Ça fait combien de temps que Félix a exprimé le souhait de rencontrer Kagame? Kagame a-t-il déjà accepté cette offre, cette rencontre? Non. Pourquoi il ne l'accepte pas? Parce qu'il n'a rien à gagner. Il était sous condition. Il n'a aussi rien à perdre. C'était une rencontre sous condition. Mais s'il savait que nos troupes au sol vont récupérer Bunagana, vont récupérer toutes les localités occupées, ils vont attaquer le Rwanda, il serait le premier à saisir cette main tendue du président congolais. Merci. Mais comme il n'a pas intérêt, comme il n'y a aucun rapport de force en face de lui, il se manque de nous. Il se manque de nous. Jean-Pierre Kayembe, la diplomatie n'a jamais été dissuasive. Je peux vous les rassurer. Tous ces États du monde ne dissuadent pas par la diplomatie. On dissuade par la force des armes. On se prépare. Ce n'est pas pour rien que ces grands États à travers le monde ont développé l'armement nucléaire. C'est pour la dissuasion. Si à l'époque, je ne fais pas ici l'apologie du président de la Corée du Nord plutôt, s'il n'avait pas l'armement nucléaire, s'il n'avait pas une bonne armée, il serait écrasé par Donald Trump. Pourquoi est-ce que Donald Trump ne l'avait pas écrasé lorsque Kim Jong-un avait autorisé à son armée de bombarder une base américaine? Parce qu'on savait que ces pays avaient un armement nucléaire qui pouvait à tout moment faire mal. Merci bien. Et on est allé à la table de négociation comme un pays respecté et respectable. Est-ce que c'est le cas du Congo aujourd'hui? Belle interpellation. Merci bien, Patrick Lokala. Il faut qu'on en parle. Cette diplomatie. On ne le dit pas pour montrer que nous sommes fragiles. On le dit pour interpeller. On dit pour montrer que nous sommes fragiles. On le dit pour interpeller ceux qui ont la possibilité de changer les choses. Arrêtez cette hypocrisie. Arrêtez un peu avec l'hypocrisie. Vous êtes malade, il ne faut pas attendre du médecin qui vous dise que vous êtes bien. Ou vous êtes un peu assez bien. On va vous dire que vous êtes malade pour que vous vous préparez psychologiquement à vous guérir. Nous disons que l'État est faible. Non, même pas faible. L'État n'existe pas. Il faudrait que l'État existe. Quand l'État existera, il y aura une organisation. Et cette organisation fera en sorte que nous aurons une armée qui sera à même de répondre. Vous nous attaquez à midi, pile, à 12h05, nous allons réagir. Et de la manière la plus sauvage. C'est ce qui fera que tous nos voisins, nos agressés, auront peur. Si parmi, je ne souhaite pas la mort des gens, si parmi, parce qu'ici on parle, non, il faut dissuader ceux qui veulent rejoindre Nanga, il faut dissuader tous ces jeunes, tous ces mondes qui veulent rejoindre Nanga. Si notre armée avait réussi à neutraliser, par exemple, Nanga, avait réussi à neutraliser Bissimwa. Ils ont tenté une opération d'après ce avait réussi à neutraliser tous ces grands leaders. Ils ont tenté une opération. Attendez, je donne une info. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Une info d'abord, vous allez continuer parce qu'on a lu Africa Intelligence. On a lu Africa Intelligence et nos collègues de Politico, qui ont dit qu'en décembre, une opération avait été menée pour neutraliser Nanga, qui était,
géolocalisé dans un hôtel à Rutshuru. Il devait être neutralisé par un tir, des drones. Mais au finish, le président Tshisekedi, qui aurait, selon Africa Intelligence, donné l'ordre à ce que l'opération soit menée, au finish, l'opération n'a plus été menée. Parce que d'après ce qu'on a lu, l'on craignait que le tir des drones ne produise des effets collatéraux, notamment dans le chef des civils. Alors pour terminer complètement sur cette thématique... Oui, Jean-Pierre, si on réussit, je ne souhaite pas la mort de gens, hein. Loin de moi l'intention de souhaiter la mort de gens, je suis un chrétien catholique. Si on réussit à neutraliser ces têtes d'affiche, Nanga, Bissimwa, les bavards là, l'autre bavard là, Willy Ngoma, et les autres qui viennent, les autres jeunes qui viennent de les rejoindre. C'est-à-dire qu'on aura neutralisé tous les leaders. S'il n'y a plus de leaders, on fait quoi? On n'attaque pas au sol, mais on a ciblé les têtes d'affiche. Est-ce qu'ici, il y aura encore un acteur politique qui aura le courage d'aller rejoindre le mouvement lorsqu'il saura qu'on risque de m'abattre? La guerre, on ne la fait pas seulement au sol. La guerre, on l'a fait aussi à travers les ciblages des leaders. Mais on a ciblé justement... on ne l'a pas ciblé. On a ciblé le conseiller de Nanga qui a été arrêté. Bon, ça aussi, c'est pour vous dire, par exemple, pour les États-Unis d'Amérique, vous avez vu, lorsque le général Kwasmer, je crois le nom, c'est un général irakien, qui allait, qui allait vers un pays, j'oublie le nom du pays, ouais. L'Amérique avait dit que ce général représentait une menace pour les États-Unis. Il a été abattu. Il avait été pulvérisé, pas abattu, pulvérisé. Pulvérisé. Parce qu'il représentait une menace pour les États-Unis d'Amérique. L'État est un monstre froid. Lorsque vous représentez une menace contre lui, il peut vous bouffer. Notre État est capable de bouffer quel ennemi aujourd'hui? Quel est cet ennemi que notre État a déjà bouffé pour dissuader les autres? On a arrêté de... J'ai dit bouffer, pas arrêter. On connaît capturer, les jeux. On peut capturer. On connaît les jeux. On vous arrête aujourd'hui, demain, après-demain, vous êtes gracié. Et vous reprenez. C'est ce qu'il faut, non? Vous reprenez avec la rébellion, puis après, réinsertion, mixage, et tout ça dans la... Voilà, et ça devient un cercle vicieux. Merci, donc, bien, il faut qu'on continue. moi, si je suis président de ces pays, vous avez dit, il faut qu'on avance parce qu'on a pris 20 minutes. Mais c'est ça. Mais ça a de l'importance pour nous. Nous n'avons pas un État, malheureusement. Merci bien, Patrick. Et puis voilà, c'est comme ça que Kagame se manque de... Alors, dernière nouvelle, parce qu'on a dit qu'on va faire le tour. Je vais jeter par là. Comment quelqu'un il vole chez vous? Tous les minéraux, il le vole chez nous. Mais il part convaincre les multinationales pour les retourner contre nous. Nous qui sommes les propriétaires. Pourquoi alors nous ne pouvons pas prendre nos propres minéraux pour aller faire la guerre contre le Rwanda, là où il ne peut pas faire la guerre contre nous avec nos minéraux volés? Ne vous répétez pas. C'est une question d'intelligence. Je ne me répète pas, j'insiste. C'est une question d'intelligence. On a compris. Parce que la guerre se mène à tous les niveaux. Hein? J'ai réfléchi beaucoup sur la guerre actuellement. Et il faudrait que je partage avec vous ces réflexions. N'ayez pas peur. Non, on n'a pas peur, mais on ne va pas s'éterniser parce que la télé, c'est aussi un problème de temps. Ouais. On a pris faut dire ce qui est censé, une vingtaine de minutes de politique là, parfois. Cette thématique. Nous voulons bien que la paix revienne. On en a besoin. Il faut faire la guerre. Dans ce pays. Bien, il faut faire la guerre. Négocier quand c'est possible. Négocier, mais en préparant la guerre aussi. À Kinshasa, la dernière info au moment où nous tournons l'émission, c'est qu'on va dégarnir l'ancien président de tous les fonctionnaires qui sont chez lui à Gelem, à sa résidence principale. La présidence de la République a ainsi décidé. Donc, ils ont jusqu'à fin avril, jusqu'à la fin de ce mois pour se rendre au palais de la nation. Selon vous, Patrick, quelles sont les coulisses, les non-dits de cette décision? Bon, Jean-Pierre Kayembe, je crois que la République a besoin de stabilité à tous les niveaux. Tout à l'heure, on a la stabilité sécuritaire et c'est ici l'occasion de revenir sur la stabilité politique. Et cette stabilité politique passe aussi par le respect de lois et des normes établies.
Par exemple, pour ce qui concerne Joseph Kabila Kabange, il a un statut particulier. C'est lui d'un président honoraire. La loi a été votée au niveau du Parlement. Tout ce qu'on veut, c'est le respect de cette loi qui protège l'individu, Joseph Kabila Kabange, ses biens et sa famille, parce qu'il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Oui. Et les fixismes que je vois sur M. Kabila et sa famille commencent à m'étonner et à me mettre très mal à l'aise. Parce que je voudrais ici, pas Kozaloko la pasteur, Oui. mais d'ici quelques années, Félix Tshisekedi se retrouvera dans la même situation. Il sera également ancien président. Exactement. À ce moment-là, va-t-il vouloir qu'il puisse être traité de la manière dont il traite M. Kabila et sa famille aujourd'hui? La stabilité du pays passe aussi par la manière dont nous traitons les anciens présidents de la République. Nous n'en avons pas assez, nous n'avons qu'un seul. D'ici quelques années, nous aurons un deuxième, puis un troisième. Donc il y a des choses qu'il faut accepter. Aujourd'hui, Je ne vois pas ce qu'on gagne. Je ne vois l'ancien président est harcelé. Je ne vois pas ce qu'on gagne. Traqué. Je ne vois pas ce qu'on gagne en faisant tout ça. Et même nous présente Kabila et sa famille, biologique ou politique, comme ceux qui veulent détruire le Congo, ceux qui travaillent avec les M23. Tout récemment, vous avez vu des perquisitions jusqu'à aller chez la sœur jumelle de Joseph Kabila Kabange. Donc Kabila, c'est M23, Kabila, c'est Kagame. Vous venez de nous apprendre qu'on vient de remettre le passeport à la sœur jumelle. Nous avons appris l'information qui se confirme de Joseph Kabila Kabange. Oui. Mais il y a quelques jours, la même sœur jumelle était à la DEMIAP. Bon, on va accepter quelle thèse? Celle de Kabila complice avec les M23, lui et sa famille politique et biologique, ou celle de Kabila innocent, parce que comment on peut remettre à une complice les passeports pour qu'elle puisse voyager librement à travers le monde? C'est quel jeu ça? C'est quel tableau ça? Qu'est-ce que la République gagne derrière ça? Si c'était des faits liés à la gestion de Joseph Kabila, je comprendrais. On peut en dire un mot. Il y a des choses à dire là-bas. Il n'a pas aussi bien géré le pays. On peut aller là-bas. Enrichissement, oui, on peut en parler. Mais qu'on parte sur des fictions comme ça, il n'y a rien autour du vide. Tantôt, vous perquisitionnez. Tantôt, vous dites non, bon, remettez quand même les passeports. Et puis tantôt, vous dites non, il faut retirer les agents qui sont chez lui. Parmi ces agents, est-ce qu'il n'y a pas de policiers qui sont là au nom de la loi portant statut des anciens présidents de la République? Tout ça, ça fait beaucoup d'agitation autour de la personne de Joseph Kabila. Je crois que c'est l'UDPS qui a rendu Kabila célèbre. C'est l'UDPS qui a mystifié Joseph Kabila Kabange. Je le trouve simple et élégant, poli et courtois. Mais c'est l'UDPS qui a fait de Kabila un mythe dans ces pays. Tantôt il est rwandais, tantôt il est ceci, tantôt il est avec les M23, tantôt il ne parle pas. Pourquoi il parle pas? Alors s'il ne parle pas, il doit être complice. Tantôt on perquisitionne, tantôt finalement on ne comprend rien. Tantôt on nous annonce qu'il a fui le pays, quelques temps après il revient au pays. Donc je ne comprends rien. Donc c'est une agitation qui ne préoccupe pas la nation. La nation a des priorités pour l'instant. Je viens tout à l'heure d'aborder la question sécuritaire. Voilà des questions qui devaient interpeller les Congolais. Il y a des questions aussi importantes. Par exemple, la question sociale des Congolais. Nous ne mangeons plus. Nous ne buvons plus. Nous n'avons plus le moyen de nous faire soigner. Ici, à Kinshasa, par exemple, la situation est catastrophique, ne serait-ce que par la circulation routière. Toutes les routes secondaires sont impraticables. La situation économique, la dépréciation de la monnaie. Est-ce que ce dirigeant, ceux qui gèrent le pays, manque-t-il des priorités pour faire de Kabila leur priorité principale? Je crois qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à faire plutôt que de s'intéresser à la personne de Joseph Kabila. Il est là. Il est sorti du pays, il a quitté Kinshasa, il est allé à Kachamata, il est sorti, il est à l'extérieur. S'il y a un problème, mais qu'on l'arrête quand même. Hein?
Est-ce que l'État manque les moyens d'arrêter Kabila? Jean-Pierre, est-ce que l'État congolais manque les moyens d'arrêter? Si c'est vraiment Kabila les problèmes, si c'est vraiment Kabila les problèmes, pourquoi on va aller retirer les parce agents, que dans tous les cas, son épouse est dans le pays, sa maison, interpeller sa soeur jumelle? Oui, nous comprenons que c'est Kabila les problèmes. Kabila, c'est les dangers du Congo. Oui, c'est bien. Nous acceptons quand même la thèse. C'est Kabila qui est une menace pour le Congo. Mais est-ce que le Congo manque-t-il de moyens pour arrêter Kabila? Le Congo a tous les moyens de l'arrêter. Pourquoi on ne l'arrête pas? Pour qu'on nous laisse tranquille. Arrêter Kabila. Comme ça, le dollar va se déprécier en faveur du franc congolais. Arrêter Kabila pour que le 1,23 se retire. Arrêter Kabila pour que toutes les routes secondaires à Kinshasa puissent se réhabiliter. Arrêter Kabila pour que la situation sociale s'améliore. Arrêter Kabila pour que nous ayons de l'eau. Arrêter Kabila pour que nous ayons de l'électricité. C'est lui l'homme qui bloque tout. Alors, investissez ne serait que 1 milliard ou 2 milliards de 16 milliards que nous avons de budget pour arrêter Kabila. Parce que si on l'arrête, la situation va changer radicalement. C'est ça la solution que je vais proposer pour qu'on n'en parle plus jamais de Kabila parce qu'il a voyagé, parce qu'il est à Kachamata, parce que sa soeur est ceci, parce que sa femme est ceci. Arrêtez-les, monsieur. Arrêtez-les pour qu'on se repose. Parfois, ça fait des trop. C'est le ras-le-bol. Le ras-le-bol. Merci bien. Au lieu de parler des choses importantes liées au pays, il y a plus important. D'un monsieur qui est en Afrique du Sud en train de rédiger sa thèse. Il y a plus important en ce moment. On va parler d'un thèse comme ça, qu'il ne parle pas, il ne dit rien, mais nous passons notre temps à parler de lui parce que l'IDPS a fait que nous puissions parler de lui. Il y a plus important dans le pays, je voudrais... Assez quand même, non. Dans notre temps, est-ce qu'on peut voir ce qui se passe? Il ne reste qu'à aller arrêter Maman Olise Blem de Kabila, peut-être à ce moment-là, Kabila réagirait. C'est la seule stratégie qui reste. L'ancienne première dame il ne reste qu'à aller arrêter Maman. Qui était à J'ai fait un clin d'œil à Maman Olise Blem de Kabila. Il ne reste qu'à aller l'arrêter. Peut-être là, mais je crois, même si on arrête Maman Olive, Kabila ne réagirait pas toujours. On arrête Sifa. Sa fille est là. Kabila aime beaucoup sa fille. Arrêtez, peut-être si vous arrêtez Sifa, Kabila parlera et à la suite de son message à la nation, le dollar va changer. On ne va pas arrêter un enfant innocent. La situation sécuritaire va changer. Tout va changer. D'accord. Est-ce qu'on peut regarder? C'est une façon ironique de me moquer un peu de tout ce qu'ils font. On comprend. Ouais. On va regarder ce qui va se passer à la maternité de Kintambo parce que vous dites qu'il y a plus important. On va parler également de l'affaire Nicolas Kazadi. Là aussi, ça fait du bruit. Mais voyons d'abord comment les Koulouna ou les ex-Koulouna travaillent à sortir des terres une nouvelle maternité à l'hôpital de Kintambo. Dans 2 ans, de nouvelles infrastructures sanitaires. Regardons et puis on revient sur le plateau pour continuer l'émission. Presque 100 jours après le début de son 2e mandat, Félix Tshisekedi pose le geste. La portée est grande et la symbolique forte. Une première pierre, lançant du coup les travaux de construction et modernisation de l'hôpital général de référence de Kintambo. En première ligne pour faire sortir de terre un nouveau bâtiment en faveur de cette institution hospitalière, vieille de 70 ans, les bâtisseurs du service national. Un modèle de réinsertion, resocialisation de ces ex-jeunes délinquants, salué par le président Tshisekedi. Ya komona ndenge se transformer bokomi bato asika donc bo continuer boye mboka ezali kotiela bino penza motema tokotonga mboka oyo na bino babakiseur. Derrière l'infrastructure, ce sont des milliers de femmes qui pourront accoucher et d'enfants qui viendront au monde dans un environnement sain. Des médecins, infirmiers et administratifs qui travailleront dans des conditions adéquates. Bref, la matérialisation d'une vision, celle de la maternité gratuite via la couverture de santé universelle. Le lancement des travaux de modernisation de la maternité de Kintambo s'inscrit dans la ligne droite de votre vision de faire du service national un des bras séculiers dans la mise en œuvre de votre politique de couverture santé universelle de manière générale, mais surtout de celle de la gratuité de maternité en particulier. La présence
à cette cérémonie de votre suprême autorité est une preuve de plus de votre préoccupation du social des Congolais, surtout des conditions de la femme congolaise en phase d'accouchement. La femme congolaise ne manquera de vous exprimer sa gratitude et vous en restera à jamais reconnaissant. Le service national, maître d'ouvrage de ces travaux, en estime le coût à plus de 7 millions de dollars américains et la durée à 24 mois. Bien, avant de parler de Nicolas Kazadi, des millions qui sont sortis à mode d'urgence du Trésor public, un commentaire à faire par rapport à, oui, à ce qu'on vient de voir. Vous savez, dans ce pays, il y a toujours des compatriotes épris du patriotisme qui font de preuves. Hein. Vous venez de voir, ce n'est pas pour moi qui les dis, ce sont les images qui les disent si bien. Le cas de général Kassongo Kabouik, le service national, dont les résultats sont palpables. Aujourd'hui, ces jeunes, abandonnés à leur triste sort, désintégrés complètement de la société, viennent d'être réinsérés dans la société, cette fois-ci avec un nouveau métier, et ils vont être utiles à la nation. Oui, ils vont devoir construire la nouvelle maternité de Kitambo, la moderniser. Il faut aller beaucoup plus, il faut aller très loin, oui. Continuer à prendre ces jeunes, et les former, mettre suffisamment de moyens à la disposition du général Kassongo Kabouik pour qu'il continue à servir la nation. C'est des quelques marchés publics, c'est le genre au service national également. Le genre de collaborateurs que Félix Tshisekedi a besoin. Vous savez, si Félix Tshisekedi avait 10 collaborateurs comme Jules Alinguete, comme général Kassongo Kabouik, en tout cas, aujourd'hui, le Congo serait loin. Vraiment loin. Merci bien. Vraiment loin. Bravo au général. Bravo au général. Je n'ai rien à voir avec lui. Je n'ai rien à voir avec lui. J'apprécie seulement le travail qu'il a depuis bientôt plusieurs années à la tête des services nationaux. Et je demande au gouvernement de la République de mettre suffisamment de moyens. Parce que... Au moins avec l'armée, il y a du sérieux. Oui, il y a toujours eu du sérieux avec l'armée. Hein? Toujours eu du sérieux. Si cette armée est réellement utilisée. C'est le cas du général. Il est sérieusement utilisé et à chaque fois qu'il a besoin de fonds, de sous pour faire avancer ses activités au niveau des services nationaux, il a toujours eu le moyen à temps. Tout ce que nous avons toujours demandé, c'est de donner les moyens et à celui qui reçoit les moyens de bien les utiliser pour produire de bons résultats. C'est le cas du général Kassongo Kabouik. Je crois qu'il ne devait pas se décourager, que ces éloges ne les découragent pas. C'est que ces éloges l'encouragent à faire davantage pour aider le Congo, pour qu'il laisse son nom dans les annales de l'histoire. Bien, ça c'est une très bonne chose. On connaît le sérieux qu'il incarne et on pense que dans 2 ans, les belles infrastructures sortiront des terres et nous irons filmer la progression de ces travaux de temps en temps. C'est important pour voir ces jeunes qui sont devenus utiles à la République. Armand Nicolas Kazadi disait, mais d'abord l'élection des gouverneurs. Oui, l'élection de gouverneurs, sénateurs. Ce matin, je disais, mais c'est inconcevable, même si la loi ne l'interdit pas. On est des gens qui ont été élus députés nationaux, députés provinciaux. Ils sont candidats sénateurs. D'autres sont aussi candidats ministres, candidats sénateurs. Certains vont jusqu'à devenir encore, à se porter candidat gouverneur. Oui, mais c'est l'absence de conscience, Jean-Pierre Kaïmé. Les mêmes personnes qui doivent réformer l'État sont les mêmes qui font des réformes pour se maintenir dans la gestion du même État. C'est ça, justement. Ce sont nos députés de l'ancienne législature. Il faut un peu de conscience. Tu ne peux pas concourir à plusieurs mandats électifs. Non. Parce que la difficulté, c'est quoi? Le peuple vous désigne comme son représentant. Vous cherchez un mandat au niveau de l'Assemblée nationale, vous devenez député, c'est-à-dire le peuple vous a fait sa confiance pour que vous le représentiez au niveau de l'Assemblée nationale. On peut comprendre que vous soyez rappelé pour des fonctions nominatives. Vous restez toujours dans ce que le peuple a voulu. Mais que de cumuler plusieurs mandats et finalement renoncer à l'un ou à l'autre, à ce moment-là, le suppléant va faire le relais.
Mais que vous-même, vous soyez candidat député national, candidat député provincial, candidat sénateur, candidat gouverneur, et que vous avez entre guillemets, la confiance du peuple, mais que par après, vous laissez le soin aux suppléants qui n'ont pas reçu le mandat du peuple de les représenter. C'est à ce niveau qu'il n'y a plus de redevabilité. Il faut réformer la loi, il faut reviser la loi électorale pour que nous ayons la possibilité d'avoir un seul mandat. Si vous êtes au cours d'un cycle électoral, candidat à l'élection de la députation nationale, vous n'avez pas le droit de candidater pour d'autres postes électifs. Et ça doit être le défi de cette législature. C'est la réforme que moi j'allais laisser prospérer la réforme que moi j'allais amener au Parlement. Parmi les lois que j'allais proposer, beaucoup de révisions que j'avais prévues dans mon carnet d'adresse, ça faisait partie de choses que j'allais vraiment militer pour changer afin que cette notion de la représentativité, de la légitimité que le peuple donne à un candidat soit réellement respectée et réellement représentée. Alors, Kinshasa, la bataille s'annonce rude entre les challengers. En ce moment même où nous parlons, j'ai vu des photos du ministre des Finances qui est au jour depuis un temps sur l'effet de la rampe, recevoir le candidat Daniel Bumba, soutenu par l'Union Sacrée. Et à côté, il y a Deo Kassongo qui a rencontré lui. Le chef spirituel de l'église Kimbanguiste, il a reçu sa bénédiction. Il y a deux choses. Entre ces deux candidats qui sortent la tête de l'eau, il y a d'un côté le candidat gouverneur Deo Kassongo et de l'autre côté le candidat gouverneur Daniel Bumba. Le premier a la légitimité populaire, toute la conscience nationale, toute la conscience collective est derrière lui. Tout Kinshasa sérieux? J'ai dit bien, toute la conscience nationale, toute la conscience collective est derrière Deo Kassongo. On pense qu'il est mieux. Au nom de valeurs, des bonnes idées, des valeurs de son expérience, au nom de son parcours. Il a la légitimité populaire. Et de l'autre côté, vous avez un Daniel Bumba qui cherche la légitimité politique auprès des autorités morales. On l'a vu être reçu. C'est comme ça qu'il est dans une suite de séries de selfies et de photos officielles. On l'a vu d'abord avec M. Kabouya, le ministre des Finances. D'abord avec M. Kabouya, M. Bemba, M. Bahati. Et je l'ai vu tout récemment, avant-hier d'ailleurs, avec Nicolas Kazadi. Il essaie de ratisser. Il veut faire croire aux députés nationaux qu'il a le soutien de poids lourd de l'Union Sacrée. C'est comme ça que je parle de la légitimité politique que monsieur est en train de chercher. Donc, voilà d'abord les premiers éléments de différenciation entre Kassongo et Bumba. De deux. Pendant que lui fait le tour chez les acteurs politiques, Deo Kassongo a reçu hier la bénédiction du père spirituel de l'église Kimbanguiste. Il a été béni. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Autrement dit. On a vu les images faire le tour. Quelle est la symbolique? C'est le représentant légitime de la zone linguistique Kikongo. Parce que la zone linguistique Kikongo, c'est le Congo central, c'est Kinshasa et les Grands Bandundu. Tu ne peux pas diriger Kinshasa si vous n'avez pas la bénédiction de l'église kimbanguiste, à la tête de laquelle on trouve les chefs spirituels de cet espoir, de l'espace Né-Congo ou de l'espace Congo. Et cette bénédiction, Deo l'a obtenue hier chez Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ce qui fait de lui 48 heures avant le scrutin de ce lundi 24 avril. Et donc, sur le plan de l'opinion publique, il est en pole position. Sur le plan de la spiritualité ancestrale, il est bien parti pour être élu. Parce que c'est le spirituel qui décide sur le physique. Attention, ce sont des indices du pouvoir.
C'est le spirituel qui décide sur le physique. Mais en termes d'idées, pour terminer par là, ça, ce sont les à côté. D'idées, de projets. Ça, ce sont les à côté. Par rapport Quels sont les idées, éléments de démarcation entre les deux? J'ai tenté de dégager quelques éléments de démarcation entre les deux. De l'autre côté, d'un côté, vous avez Deo Kasongo, qui est porteur d'une grande vision. Je ne vais pas ici, Jean-Pierre Kayembe, dévoiler le contenu du programme de Deo Kasongo parce que je n'en ai pas l'autorisation. Mais je vais vous donner quelques grandes lignes, notamment ce qu'il compte faire en 6 mois. En 6 mois. Au début de l'émission, je parlais de routes secondaires qui sont devenues impraticables. Ça, c'est un fait réel. Kinshasa n'a plus de routes. Une fois élu gouverneur de la ville de Kinshasa, Deo Kasongo va réhabiliter toutes les routes secondaires de la ville de Kinshasa en 6 mois. Je dis bien réhabiliter. Et ces problèmes, vous allez l'oublier pendant plusieurs années. Ce n'est pas qu'il réhabilite aujourd'hui, demain après-demain, vous connaissez le même problème. Il réhabilite des routes dans à usage unique. Je dis bien. Mais il y a à côté le dire et le faire. J'ai dit bien, il va le faire en 6 mois. Ne risque-t-il pas de se rattraper par les réalités du pouvoir? Lorsqu'il aura fini la réhabilitation de toutes les routes secondaires, ces routes auront une espérance de vie très longue. Ce ne sont pas les routes que vous aviez eues jusqu'ici. Deo Kasongo a prévu, dans les 12 premiers mois, de lancer le vrai programme d'assainissement de la ville de Kinshasa. La ville est très sale. Et quelqu'un m'a même dit que ce n'est plus une ville, c'est devenu bidonville. Vous avez aujourd'hui honte de vous dire que vous habitez dans une ville. Grâce à Deo, dès les 12 premiers mois, vous aurez votre ville propre. Vous aurez votre ville propre, je le dis bien, ce n'est pas une promesse. Vous aurez votre ville propre et fréquentable. Deo Kasongo a prévu de rendre la ville fréquentable à travers l'amélioration du système touristique. Nous avons des sites touristiques à Kinshasa. Nous avons des eaux. Nous avons des jardins botaniques. Nous avons des espaces qui méritent d'être visités. Nous avons échangé. Nous avons la dent de Lumumba. Nous avons beaucoup de choses qui doivent être... Nous avons Kingakat également, il faut souligner. Dès les 12 premiers mois, Kinshasa sera à nouveau fréquentable. Oui, cette fois, on sera très sévère vis-à-vis du gouverneur qui sera élu. Dès le 12 on premiers a été assez mois, large avec ses prédécesseurs. dans les programmes. Je suis dans les programmes. On ne va pas tout dire. Dès les 12 premiers mois, je vais peut-être chuter par là. Oui. Deo Kasongo a prévu de commencer la révisitation de tous les contrats léonais. Contrat Yamayou et Aguiba ville. Quelqu'un qui n'est plus à la tête de la ville, qui ne gère pas la ville, mais touche régulièrement l'argent de la ville. Tous les contrats léonais seront révisés, révisités, pour que les recettes de Kinshasa reviennent principalement à la ville de Kinshasa. Et qu'elle profite à la ville. Et à cela, je vais d'ailleurs vous étonner, Jean-Pierre Kayembe, est-ce que vous savez que la ville de Kinshasa peut mobiliser probablement $1 milliard chaque année? 1 milliard. 1 milliard. À ce jour, la ville mobilise moins de 10 millions. Kimbuta a mobilisé un peu plus d'ailleurs. Ouais, comment pouvez-vous expliquer ça? Comment pouvez-vous expliquer ça? 1 milliard, mais vous mobilisez moins de 10 millions. Et il n'y a même pas de traçabilité. Avec Deo, ça va s'arrêter. Il va révisiter, il va réformer, il va modifier beaucoup de choses pour que Kinshasa mobilise de l'argent. Par exemple, qui paye l'impôt sur les revenus locatifs? On a combien de ménages à Kinshasa? Combien paye l'impôt? Combien paye l'impôt? Parce que les gens se diront, mais il aura l'argent où pour réhabiliter les routes? Il aura l'argent où pour assainir? Il aura l'argent où? Parce que pour assainir, il en faut 20 millions par mois. 20 millions par mois. Mais la ville mobilise moins de 10 millions. Comment vous assainissez la ville? Même si vous êtes un génie. Et réforme d'abord les systèmes de recettes. Quand il a les recettes, il va les orienter vers l'assainissement. C'est comme ça que je dis que ce n'est pas magique, ce n'est pas sorcier. Ce sont des choses faisables. Il a les atouts. Non seulement qu'il va faire ses réformes, mais il a un carnet d'adresses totalement garni. Il est crédible auprès des banques. Il a des partenaires extérieurs.
il peut faire des jumelages. Et avec l'accompagnement politique, parce qu'il y a la confiance du président de la République. Et donc, lorsque vous réunissez ces éléments, vous ajoutez à cela son expérience, son expertise en matière de business. Vous le comparez à Daniel Bumba, je ne vais pas l'invectiver, nous les respectons comme challenger, Dédéo Kassongo, mais il ne fait pas le poids. Malgré qu'il pèse lourd sur le plan physique, mais il ne fait pas le poids sur le plan de l'expérience, de l'expertise, de tout, face à Déo Kassongo. Face à Déo Kassongo. Et c'est là. Mais il y a un autre problème. C'est qui avantage, je chute par là. Je chute par là pour vous permettre de me relancer. C'est qui avantage Déo Kassongo, c'est quoi aujourd'hui? Parce que les députés provinciaux sont menacés. Ils les menacent. Si vous ne votez pas Bumba, vous votez pour Déo Kassongo, on va vous arrêter. On va vous invalider. C'est là il y a l'avantage de Déo Kassongo parce que les députés provinciaux sont frustrés. Et vous n'avez qu'à voir des fissures. La crise qu'il y a aujourd'hui dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa, comment pouvez-vous expliquer que face au candidat du pouvoir de la majorité Union Sacrée, Jésus Noël Chek a glané 20 voix. 20 voix. Or, Déo Kassongo est beaucoup plus solide en termes d'ancrage au niveau de l'Assemblée provinciale que Jésus Noël Chek. Donc lundi, ça sera sa victoire. Sa victoire et la ville de Kinshasa va réellement devenir Kin Label parce que Déo Kassongo apporte Kini Asika. Pendant ce temps, en 2 minutes ou 2 minutes et demie, qu'est-ce qui ne va pas dans l'Équateur? Parce que là-bas, contrairement à d'autres provinces, il n'y aura pas élection. Ce qu'il y a dans l'Équateur, Jean-Pierre Kaimbe, c'est triste. C'est aussi ma province. J'ai beaucoup d'oncles là-bas. J'ai vu des gens alerter la presse. Ça fait beaucoup de temps que je parle de ça. On a placé un gouverneur qui s'appelle Bobo Boloko. Il faut que nous aimons le pays. Un gouverneur atypique. Qui est passé semblable à Mawe Jaja, semblable à celui-là de Maniema, semblable aussi à Fifi Masuka. Des gens qui ne peuvent pas représenter, qui ne peuvent pas être à la tête d'une province. Parce qu'ils n'ont pas d'atouts, ils n'ont pas de capacités. Ne faites pas des Et on a maintenu Bolumbu comme ça. Bobo Boloko Bolumbu, on l'a maintenu pendant plusieurs années. Et on veut le reconduire. J'aurais appris que derrière cette crise, au niveau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, se trouverait un homme qui s'appelle le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi. Il est cité. Qui ne jure que par la reconduction de Bobo Boloko Bolumbu. Pour quel bilan? Qu'est-ce qu'il a fait lui, Bobo? Et ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est que l'IDPS n'a même pas la majorité dans cette assemblée provinciale. C'est la majorité, c'est entre Bemba et le parti de Guy Luando. Guy Luando. De sa plateforme, oui, qui a c'est les députés provinciaux là-bas. Et comment peut-on accepter que Peter Kazadi, qui n'a pas de députés là-bas, non seulement lui, mais que son parti n'a pas la majorité, qu'il puisse instrumentaliser quelques élus déjà invalidés régulièrement pour qu'ils viennent voter en faveur de Bobo Boloko. Mais comme on a refusé de les réintégrer, de les valider au sein de l'organe délibérant de l'Équateur, Peter Kazadi aurait vu ses intérêts être empiétés et c'est la raison pour laquelle il a suspendu les plénières au sein de cet organe délibérant et il a reporté les le siège de l'Assemblée provinciale est sous... Et alors, à ce moment-là, parce qu'il savait que si on organisait dans les élections dans les contextes où les députés invalidés ne sont pas réintégrés, Bobo Boloko Bolumbu, son poulet, allait perdre. Mais comme il y tient à le maintenir, il faut coûte que coûte réintégrer les députés invalidés régulièrement pour permettre à Bobo Boloko Bolumbu de rempiler. Mais entre-temps, il expose le président Tshisekedi parce qu'au moment où je vous parle, il y a des remous. Il y a de remous à l'Équateur. Il y a risque de tensions à l'Équateur. Tout simplement parce qu'un homme veut imposer son pion. C'est voilà la raison pour laquelle je voudrais quand même... La démocratie est confisquée à l'Équateur. Je voudrais la mise en sac d'ailleurs. Je voudrais inviter le président de la République d'interpeller vivement M. Peter Kazadi pour qu'il se retire de l'Assemblée provinciale de l'Équateur et permettre aux députés provinciaux
élire librement la le tenue de gouverneur. plénière. On ne peut pas créer une crise juste au moment de l'installation du nouveau bureau. On n'a même pas commencé de gérer, vous créez une crise artificielle parce que vous devez imposer votre poulet. Non, non, c'est assez, c'est assez. La République ne doit pas se gérer comme ça parce que moi, je ne trouve pas mon compte, parce que je n'ai pas des intérêts. Je dois tout faire pour perturber toute une province. Vous vous imaginez Jean-Pierre Kayembe, derrière cette crise qui serait créée par Peter Kazadi, c'est toute une province qui est malmenée. C'est toute une population qui est maltraitée. Est-ce que nous sommes dirigés par des humains? Bien. Il faut libérer la démocratie à l'Équateur. Cette province qui n'a pas décollé, en tout cas pendant les 5 dernières années, doit décoller. Et nous avons besoin d'avoir à sa tête des hommes et des femmes compétents, capables de changer la donne, renverser la tendance. Bon, on finit par l'affaire Nicolas Kazadi, parce que ne pas en parler aurait été un sacrilège. Il s'est expliqué. Il a promis une réplique qui ne sera pas sans conséquence. Où est-ce qu'on en est? On connaît les faits, on ne revient plus sur les faits. Où est-ce qu'on en est? Quelle est la prochaine étape, la prochaine démarche? Est-ce que le ministre a convaincu? Je note qu'il est à sa 3e sortie médiatique ratée, depuis qu'il est éclaboussé dans ces scandales de surfacturation et de paiement en procédure d'urgence. Il a commencé chez Top Congo, FM. Il est allé à VOA, sur RM Show de Roger Moutou. Et il est rentré au pays pour passer au briefing de Patrick Mouyaya. Mais ce sont des sorties médiatiques totalement et complètement ratées. Moi, ce qui me retient, c'est quoi? Les débats aujourd'hui ne portent plus sur les chiffres qui ont été avancés par le journaliste d'investigation Israël Moutombo, que je salue au passage. Mais les débats portent sur est-ce que j'ai tort ou je n'ai pas tort. Ça, c'est Nicolas. Le débat, c'est comment c'est lavé. Est-ce qu'à cette étape, on devrait être là lors de sa dernière sortie médiatique, prêter ses moyens de défense, lors de sa dernière sortie médiatique, Nicolas Kazadi n'a pas rejeté tous les chiffres avancés par le journaliste d'investigation Israël Moutombo. Il a reconnu tous les chiffres. Par exemple, pour ce qui concerne l'affaire de forage, il dit qu'il y avait un montage pour faire 1000 forages. 1000 forages à un prix évalué à près de 400 000 $ américains par forage. Forage manque 400 000 $ américains. Lui dit, tiens, mais c'était quand même assez. C'était excessif, c'était exorbitant. Il faut quand même modifier. Il modifie le contrat. Lui, Nicolas Kazadi, il modifie le contrat. Et il y passe de 1000 forages à 1340 forages. Pour lui, il fait gagner la République. Suivez attentivement Jean-Pierre. Mais, lorsqu'on vérifie le prix du forage passe de 400 000 $ américains à 300, à 297 000 $ américains par forage. Est-ce que le prix n'est-il pas toujours exorbitant? Dans quel pays, dans quelle réalité au monde on peut construire un forage à 297 000 $ américains? Et lui, il dit qu'il a fait gagner la République. À ce niveau, nous avons parlé de la surfacturation. Et près de 71 millions de $ américains décaissés en procédure d'urgence. D'ailleurs, l'ODEP parle aujourd'hui de 81 millions de $ américains. Donc, on ne connaît même pas la vérité dans cette affaire. Nicolas a reconnu le chiffre. Mais jusqu'à ce jour, on n'a même pas fait des livraisons de 30 forages. À peu près 29 forages auraient déjà été livrés. Mais l'argent décaissé en procédure d'urgence. Donc, il a reconnu les faits. Deuxième chose, il parle des lampadaires. C'est là où Nicolas Kazadi a démontré au monde qu'il a été, lors de ces 3 dernières années, un argentier, un ministre des Finances, qui n'a pas de rigueur, un ministre des Finances qui a de la légèreté dans sa manière de gérer les fonds de l'État, un ministre des Finances qui a de la complaisance lorsqu'il faut décaisser les fonds de l'État. Il dit exactement ceci.
On lui présente un montage de lampadaires. Et il dit, mais c'est quand même cher. Lui connaissait une entreprise qui livre de lampadaires à travers tout le pays à 1500 $. Oui. Lorsque vous ajoutez les frais d'installation de 120 $, ça fait 1620 $ américains. Mais que lui, on lui amène un projet de lampadaires à 4900. Il dit non, mais c'est cher. Est-ce que ce sont des lampadaires Rolls-Royce? C'est quand même cher. C'est quand même cher. Il dit non, mais ils font des lobbying. Ils font des lobbying. Et il dit, j'ai créé un compte pour l'hôtel de ville et j'ai payé l'argent. Je m'arrête là. Comment lui, qui savait que le prix des lampadaires était évalué à 1500 ou à 1620, mais a accepté quand même Pourquoi n'est pas payer un lampadaire à 4900. Est-ce qu'il y a eu surfacturation? Oui ou non? À partir du moment où lui, qui est le ministre des Finances, savait qu'il y a des bons lampadaires de qualité au pays qui coûtent à peine 1620 $, on peut mettre jusqu'à alors qu'on lui présente un dossier avec des lampadaires à 4900, il accepte quand même de payer. C'est comme ça que je dis qu'il y a eu de la légèreté, il y a eu absence de rigueur et il y a eu de la complaisance dans les chefs. Et sur combien? Et cela n'est pas innocent. Combien de lampadaires? Cela n'est pas innocent. Sur autant de lampadaires, combien a-t-on déjà Cela n'est pas innocent. S'il a manqué de la rigueur, s'il a mis de la légèreté dans le décaissement de fonds de l'État, s'il s'est montré complaisant pour décaisser l'argent de l'État avec autant d'urgence, cela n'est pas innocent. C'est là où nous avons révélé au monde qu'en réalité, les bénéficiaires de ces décaissements en procédure d'urgence n'est que les cousins. Il a dit qu'il n'avait c'est son cousin. Il a dit qu'ils n'ont aucun lien. Il peut les nier. Tout le monde sait. Et Mike Kassenga a de liens de sang avec M. Nicolas Kazadi. Parce que s'il n'avait pas de lien de sang avec M. Nicolas Kazadi, pourquoi est-ce qu'il ne décaisse pas les salaires des enseignants en procédure d'urgence? Pourquoi est-ce qu'il ne décaisse pas les fonds pour l'effort de guerre en procédure d'urgence? Pourquoi il ne paye pas les militaires en procédure d'urgence? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu payer Didier Chiyoyo, l'ancien haut représentant du président de la République au sujet de la francophonie, en procédure d'urgence? Pourquoi seulement Mike Kassenga, qui est aujourd'hui le bénéficiaire de 3 paiements en procédure d'urgence? L'affaire 27 millions de $ américains de dommages et intérêts payés toujours à Mike Kassenga en procédure d'urgence. L'affaire lampadaire, 13 millions de $ américains payés en procédure d'urgence à Mike Kassenga. L'affaire forage, 71 millions toujours payés en procédure d'urgence à Mike Kassenga. Pourquoi seulement lui et pas les autres? C'est là où nous disons qu'il y a anguille sous roche. Et à ce moment-là, nous disons que les deux ont des liens de sang et que Nicolas Kazadi n'est pas désintéressé dans toutes ces procédures de surfacturation et des procédures d'urgence. On va rendre l'antenne parce que l'émission est finie. À tous, à chacun. Merci pour le temps que vous avez pris à nous regarder. On est revenu avec Patrick Lokala sur le principal sujet qui ont défrayé la chronique. On n'a peut-être pas parlé des VK, même si on sait que les carottes sont cuites pour lui. Enfin, il pourrait l'emporter, sauf imprévu. On se revoit le dimanche pour notre tournage sur notre chaîne. Portez-vous bien. Excellent week-end.